RCF. Dans un monde où tout va vite, rester calme et patient avec nos enfants est un véritable challenge au quotidien. Quand nous sommes pressés, fatigués ou stressés, pas toujours facile d'être dans une posture ferme, bienveillante et encourageante avec nos enfants, n'est-ce pas, Agathe Gomé ? Effectivement, il nous arrive à tous de perdre patience, de nous emporter. Des outils d'autorégulation peuvent nous soutenir, comme l'outil du temps de pause de Jen Nelson. Alors pour introduire cet outil du temps de pause, je vais commencer par vous présenter le modèle du cerveau dans la paume de la main du neuropsychiatre américain Daniel Siegel. Cette modélisation permet de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau de façon physiologique, ce qui peut être très utile dans notre quotidien. Alors imaginez votre main ouverte. L'avant-bras représente la colonne vertébrale. La base de la paume de la main, elle représente le tronc cérébral. C'est le lieu de régulation des fonctions essentielles de survie du corps, la respiration, le rythme cardiaque, ce qui se passe sans qu'on s'en rende compte. Ensuite, le pouce replié au creux de la paume figure le cerveau moyen. C'est le siège des émotions. C'est là qu'est situé le cerveau reptilien. Puis les 4 doigts repliés par-dessus le pouce simulent le cortex. C'est la partie du cerveau qui nous permet de raisonner, de penser, de décider. Et enfin, l'extrémité des doigts, au niveau des ongles, représente le cortex préfrontal. Alors vous remarquez où il se situe dans votre main. Il est très proche à la fois du cerveau moyen et du tronc cérébral. Et effectivement, il y a beaucoup de fibres d'intégration allant du cortex préfrontal aux autres zones du cerveau. Alors ce cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions supérieures du cerveau, le lieu de régulation des émotions, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est là aussi qu'on développe la moralité, l'empathie, la flexibilité des réponses, l'inhibition, c'est-à-dire le fait de ne pas dire tout ce qu'on pense, et puis la régulation des relations interpersonnelles. Et toutes ces connexions ne sont finalisées que vers 25 ans. Avez-vous des références pour que nos auditeurs puissent retrouver cette modélisation ? Oui, vous pouvez retrouver cette démonstration dans le livre « Le cerveau de votre enfant » de Daniel Siegel. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube, une en français de Nadine Godin. Et puis, ce modèle peut être adapté et expliqué aux enfants dès 4 ans. Il y a un modèle très simplifié sur YouTube aussi. Alors d'autre part, il faut savoir que les scientifiques ont récemment découvert une catégorie de neurones dans le cerveau humain qu'ils appellent les neurones miroirs. Ils sont une raison pour laquelle ce que nous faisons est plus important que ce que nous disons. Lorsque nous voyons quelqu'un faire un geste, notre cerveau active automatiquement les circuits neuronaux qui commandent cet acte. Ce sont les neurones prémoteurs. C'est pour ça que quand on voit bâiller quelqu'un, en général, on bâille aussi. Ou quand on donne à manger à un bébé, on ouvre la bouche, on ne sait pas trop si c'est le bébé qui nous imite ou nous qui faisons comme lui. Alors ces neurones miroirs ont une fonction centrale dans beaucoup d'apprentissages, notamment le langage. On apprend par imitation. Et ils jouent aussi un rôle, ces neurones miroirs, dans l'empathie. C'est le fait de ressentir ce que la personne d'en face ressent. Quand on a quelqu'un qui est joyeux, on peut avoir une bouffée de joie sans raison particulière. Et puis quelqu'un qui est triste en face de nous peut provoquer de la tristesse, une envie de pleurer chez nous. Concrètement, en quoi comprendre le fonctionnement du cerveau peut-il nous aider au quotidien ? Alors imaginez, vous n'avez pas assez dormi, le petit dernier était malade, au travail ça se passe pas très bien avec un client, vous avez une réflexion de votre patron, ça y est, vous rentrez chez vous, mais sur la route, il y a des bouchons, bref, vous rentrez bien énervé, et là vous ouvrez la porte, vous trébuchez dans le cartable de vos enfants qui visiblement n'ont pas bougé. Vos enfants sont installés tranquillement devant la télé, dans le canapé. Là, il va pas falloir grand-chose pour que les plombs sautent, pour que vous perdiez le contrôle. Et si on reprend la modélisation du cerveau dans la paume de la main, tout se passe comme si la main s'était brusquement ouverte en laissant le pouce à nu. Et à ce moment-là, notre cortex préfrontal n'est plus en lien avec nos émotions. Et donc, on est plus en mesure de réguler nos émotions, d'agir de manière appropriée avec les autres, d'avoir de l'intuition, de la flexibilité, de la patience. Et comme nous avons des neurones miroirs, il va pas falloir longtemps aussi pour que nos enfants, le cerveau de notre enfant, se mette dans le même état. La réciproque est vraie. Vous rentrez détendu et calme, vos enfants, ça s'est mal passé à l'école, ils sont énervés, ils vont vous pousser à bout pour que rapidement vous soyez dans le même état. Donc se recentrer sur la fermeture des doigts, qui viennent doucement se reconnecter avec le pouce, va symboliser l'importance de s'apaiser et de reprendre le contrôle de nos émotions.
et la capacité à se rassembler, se recentrer, permettre à notre cerveau de réfléchir à nouveau, c'est une compétence très importante pour les parents comme pour les enfants. Et comme nous avons des neurones miroirs, être modèle de cette compétence est très utile. Donc Jen Nelsen nous propose le temps de pause, justement, quand ça ne va pas, quand on perd le contrôle. Parce qu'on fait mieux quand on se sent mieux. À quoi ressemble ce temps de pause proposé par la discipline positive ? Alors il y aura autant de temps de pause que d'individus, à chacun de créer celui qui lui convient. Au moment de la crise, on peut respirer profondément, on peut aller prendre une douche, boire un thé, aller lire, écouter de la musique. Pour les enfants, aller taper dans le ballon, aller faire un câlin à son doudou. Vous pouvez utiliser des techniques d'autorégulation aussi. Le yoga, il existe des exercices pour les enfants, pour les petits de yoga, la sophrologie, la cohérence cardiaque. Il y a un livre aussi de méditation pour les enfants avec un CD qui est très bien fait, calme et attentif comme une grenouille. On peut proposer à nos enfants de créer un espace temps de pause, un espace où il va pouvoir se sentir bien, se recentrer. On peut mettre des coussins, un rideau autour, des doudous, une petite musique à construire avec votre enfant. Et puis quand vous sentez que votre enfant entre en crise, vous pouvez lui proposer d'aller se calmer dans cet espace temps de pause. Et puis on fait mieux quand on se sent mieux, je le disais tout à l'heure, et donc je vous invite aussi à réfléchir au temps de pause préventif. Qu'est-ce qui fait qu'on va être bien, qu'on va arriver détendu au travail, à la maison ? Est-ce que c'est le sport, les loisirs, les sorties, le jardinage ? On peut prévoir aussi un sas de décompression en rentrant du travail avant de plonger dans le quotidien avec nos enfants. En tout cas, montrer à nos enfants notre capacité de prendre soin de nous-mêmes, là encore, ça leur permettra d'apprendre à le faire pour eux. Mais quand même, ça arrive à tout le monde de s'énerver, rassurez-moi. Alors tout à fait. C'est pour ça que la discipline positive propose un outil de réparation que je vous présenterai dans la prochaine émission. Notre défi, en revanche, c'est de s'énerver moins souvent, de prendre conscience de ce qui se passe dans ces moments-là, de repérer les signes physiques qui annoncent une perte de contrôle, parce qu'on a les poings qui se serrent, la tête qui se comprime, le ventre qui se noue. C'est de repérer ces petits signes pour prendre un temps de pause avant d'être vraiment en crise, et puis prendre le temps de revenir en arrière, de se reconnecter et de réparer. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins d'apprentissage dans le calme et la sérénité.